et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler nourriture, on va parler de communauté nourricière avec un spécialiste qui est conseiller en système alimentaire. Je vous présente Michael Scatolin. Scatolin, ça va? C'est comme ça qu'il faut le prononcer? Scatolin, oui, c'est bon. Super. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui? Ouais. Toi, tu es conseiller en système alimentaire. Ouais. Là, j'ai ma première question. Moi, je suis un curieux. C'est quoi un conseiller en système alimentaire? Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ouais. C'est un peu abstrait, mais en gros, ce que je fais, là, c'est que j'accompagne les municipalités, notamment Dolbeau-Mistassini et Normandin, dans la réalisation de leur plan de développement de communautés nourricières. OK. Donc, je m'assure en fait que le plan d'action est bien réalisé, que les actions qui sont dans le plan d'action soient bien... Éviter les pièges ou les choses. Des fois, on a des appréhensions qu'on pense que ça marche. Même toi, tu es là un peu pour rectifier la situation. Bien les enligner. Oui, bien les enligner, donner le premier tour de roue là, pour que les actions puissent perdurer dans le temps, qu'il y ait une forme de pérennité là, dans le temps. Ouais. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu à long terme comment est-ce qu'on fait pour nourrir notre monde, là, finalement. Ouais. D'où vient ce besoin-là? Parce que là, tu me parles de municipalités qui font appel à tes services pour créer... Mais pourquoi on a besoin? Pourquoi on est rendu là? Collectivement, là, je veux dire, il doit y avoir des raisons pourquoi on arrive à ça. Oui, tout à fait. Il y a quand même pas mal de raisons. La première, c'est qu'on a tous besoin de manger, ça c'est sûr. Oui, rendu là, t'as pas tort. Je pense que depuis la pandémie, là, les gens se sont rendus compte que dans le système alimentaire mondialisé, là, il y a quand même quelques failles. Là, on a vu des pénuries d'aliments, notamment, des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'on était dépendant de gros acteurs qui, eux, en fait, nous rendent un petit peu, comment dire... Prisonniers? Prisonniers, ouais, un petit peu. On est un petit peu à leur merci, finalement, là, de leur bon vouloir. Et donc, il y a cette volonté-là, je pense, qui est née dans la population de pouvoir être autonome d'un point de vue alimentaire. Ouais. Donc, c'est à partir de là, 2020-2021, que les villes de Normandin puis de Dolbeau-Mistassini ont mis en place des politiques alimentaires. Puis après ça, ont développé des outils de planification, notamment le plan de développement des communautés nourricières. OK. C'est quoi une communauté nourricière? Alors, une communauté nourricière, c'est en fait un milieu de vie qui regroupe différents acteurs pour atteindre différents objectifs. Le premier objectif, c'est d'augmenter l'autonomie alimentaire. D'être moins dépendant des intrants de l'extérieur. C'est ça, exactement. D'être moins dépendant un peu, donc essayer de produire le plus possible localement, puis que ces aliments-là se retrouvent à l'intérieur de la collectivité, sans qu'ils fassent 500 km là, pour aller dans des entrepôts à Ottawa ou à Toronto. Oui, puis on a même cette problématique-là. Tu sais, moi, j'arrête souvent à Péribonca acheter mes patates là. Ouais. Mais sinon, c'est parce que si j'allais à mon épicerie de village, ils sont montés à Montréal avant de revenir dans mon épicerie. Oui, c'est ça, exactement. C'est le genre de problématique sur lequel tu travailles. C'est ça, exactement. C'est de s'assurer que il y a de plus en plus de circuits courts, hein, donc très peu d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. C'est d'augmenter aussi l'accessibilité de ces produits-là. Hein. Tu parlais des patates à Dolbeau, à Péribonca, mais on trouve pas tout non plus sur le territoire. Hein. Donc, on n'a comme pas le choix d'aller à l'épicerie, mais c'est de s'assurer qu'à l'épicerie, on va retrouver le plus possible de produits qui sont faits ici, sur notre territoire. La problématique qu'on a collectivement par rapport à ça, est-ce que ça vient... Ben là, tu vas me dire que c'est un mélange des deux, mais c'est pas grave, là, je te lance mes deux théories. Ouais. Un, c'est que maintenant, on a le goût d'avoir tout le temps. On veut manger du blé d'Inde en janvier. Quand on le sait que le blé d'Inde, en janvier, il est pas bon. Il est bon là. Oui, c'est ça, il commence là. Être bon. Ouais. Ou est-ce que c'est là, parce que j'ai l'impression que tu vas me répondre les deux. Le fait qu'aussi, on est d'une société qui travaille, de loisirs, qui travaille beaucoup, puis on prend plus le temps et on ne sait plus comment cuisiner ou apprêter ça, tu sais. On a pris l'habitude d'aller acheter des affaires déjà faites, au restaurant, fast-food, etc. Ouais. Est-ce que c'est un peu ces deux raisons-là? Il y a d'autres choses? Oui, c'est sûr qu'on a été habitué à une certaine facilité. Hein. Maintenant, le premier réflexe, c'est je vais aller à l'épicerie parce qu'il me manque quelque chose, puis je vais l'avoir presque 24 heures sur 24 en tout temps. Donc, il y a cette facilité-là qui est là. Puis, comme tu dis, effectivement, on a besoin de gagner du temps. Fait qu'on achète de plus en plus de produits déjà transformés, déjà préparés. Et oui, c'est ça. Il y a ces deux aspects-là, si on veut, là,
qui font en sorte que on consomme moins localement, parce que ça prend plus de temps, comme tu dis, là, de cuisiner, de préparer des aliments là, à partir de la patate pour aller jusqu'au pâté chinois, par exemple. Il y a tout un tas d'étapes là, qui prennent du temps. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on se retrouve un peu niais. Ben, moi, je me suis trouvé, quand je suis parti en appartement, je me suis trouvé complètement débile. Là. Je savais pas quoi faire. Là. Je mangeais de la merde. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis capable de faire des choses. Mais je trouve ça important aussi. Tu sais, c'est un legs collectif là, aussi de comprendre qu'est-ce qui vient de chez nous, comment l'apprêter. Donc, c'est un peu comme ça que tu vas travailler. Oui, ben, c'est un des aspects sur lesquels on veut travailler. Là, dans les plans d'action, il y a des actions spécifiques sur ça, justement, sur l'éducation, la sensibilisation. Donc, d'offrir des ateliers de cuisine, faire des cuisines collectives, aussi offrir des formations, des ateliers, comment conserver ces aliments, peut-être le canage, mais le séchage, tous ces aspects-là, finalement, qu'on ne sait plus vraiment comment faire, c'est important de retrouver ça. Oui, puis il y a des nouvelles, la lactofermentation. Tu sais, oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se font, là. Donc, c'est sûr qu'on veut développer ces savoir-faire-là chez les gens, là. Puis comment tu commences? Tu sais, quand la municipalité t'appelle, là. Ouais. Bon, Michael, là, on veut faire une communauté nourricière. Par quoi tu commences? Tu sais, comment comment ça procède? Tu sais? Pour commencer, là, le début de tout, c'est de réunir les acteurs qui sont impliqués autour de l'alimentation. OK. Donc, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs aussi, les commerces de détail, par exemple, les épiceries, des choses comme ça. Tu veux les avoir autour d'une même table pour qu'ils soient capables de se parler. OK. Ensuite de ça... Est-ce que c'est difficile, ça, déjà, de les asseoir à la même table? C'est pas tout le temps évident parce qu'ils n'ont pas nécessairement tout le temps les mêmes objectifs ou les objectifs peuvent être divergents parfois. Donc, c'est sûr qu'ils ont leurs propres intérêts puis ils veulent tirer un peu sur leur couverte, c'est normal, là. Mais oui, c'est ça. En général, c'est quand même assez facile la première fois, mais après ça, quand on commence à discuter un peu plus, quand il faut faire des compromis, peut-être? Oui, c'est ça, exactement. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir ces gens-là, les citoyens aussi, évidemment, les organismes à but non lucratif ou des institutions publiques. Ça fait partie aussi des endroits qu'on veut atteindre, là, les écoles, les CPE, etc. Puis, une fois que tout le monde est assis autour de la table, on se demande qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça. C'est la vision qu'on a commune. Comment est-ce qu'on développe, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce qu'on veut voir Dolbeau ou Normandin ou Girardville ou tu sais, comment est-ce qu'on veut que ce soit au niveau alimentaire? Est-ce qu'on veut continuer à mettre des fleurs qui meurent à chaque année puis qu'on est obligé de replanter? Ou on veut mettre des légumes dans les plates-bandes? Ou, tu sais, est-ce qu'on veut avoir des arbres à noix? Est-ce qu'on veut, tu sais, c'est un peu tout ça. Ça va être disponible pour tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Donc, une fois qu'on a cette vision-là, après ça, on peut démarrer un portrait, faire la recension un peu de ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des initiatives alimentaires qu'on soupçonne des fois pas tout le temps. Ouais. Donc, c'est un peu l'idée de rassembler les gens, c'est justement que tu as déjà... À se connaître. Oui, ils se connaissent. Puis en plus, eux, ils sont des gens un peu experts dans leur domaine. Ils ont déjà entamé des choses par rapport à l'alimentation. Donc, c'est facile après ça de faire un portrait. Puis avec ce portrait-là, avec cette recension-là des initiatives qui sont sur le territoire, tu vas établir un diagnostic. Donc, tu vas regarder un petit peu les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces que tu as en fonction de ce qui se passe sur le territoire. Puis, enfin, avec ça, tu vas être capable de dresser une liste d'actions, donc un plan d'action, pour mettre en branle la communauté nourricière, finalement. OK. Puis quand tu arrives des fois avec... Parce que là, les gens te nourrissent, tu sais, avec des intrants, toi, tu analyses ça, tu proposes des choses. Est-ce que les gens font tout le temps « Hey, ouais, c'est une bonne idée » ou des fois, ils ont des réticences, il faut faire des ajustements, ils ont des problématiques spécifiques, là? C'est sûr qu'il y a des enjeux hein, au niveau du système alimentaire. C'est pas tout le temps évident. Par exemple, les commerces de détail, les épiceries, ils sont tenus d'avoir un certain nombre d'approvisionnements, un certain pourcentage d'approvisionnement qui vient de leur à cause de leur bannière. C'est ça, à cause de leur bannière. Ouais. Donc, rentrer des produits locaux, des fois, c'est pas tout le temps évident. Là. On ne peut pas dire à un IGA ou un métro, maintenant, tu vas faire 50% de produits locaux. Ouais. Il y a des enjeux comme ça là, que chacun va avoir. Là, je prenais le commerce de détail, mais ça peut être au niveau des transporteurs, au niveau des transformateurs aussi. Donc, c'est ça.
Il y a différents enjeux. Pour le citoyen aussi, c'est pas tout le temps facile d'aller chercher des produits frais, puis des produits sains, puis des produits locaux, dépendamment où est-ce que tu habites. Oui, puis des fois, on est, on va dire, lâche, dans le sens où on va aller à une place où il y a tout, que ce soit pas compliqué, plutôt que de faire 3-4 endroits. Plutôt que de faire 3-4 endroits, c'est ça. Mais des fois, quand on planifie bien nos affaires, c'est peut-être plus sain Mhm. aussi de faire plus d'endroits puis d'aller dans la diversité. Oui, ça prend un peu plus de temps, on revient toujours à ça, là, mais Ouais. l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est c'est bien beau d'avoir plein d'aliments locaux, mais si personne ne va les chercher, ça ne sert à rien. Tu sais. Ouais. Donc, il faut s'assurer aussi qu'il va y avoir des marchés publics, qu'il va y avoir des endroits, tu sais, ça peut être des paniers bio qui sont déposés à chaque endroit, des endroits spécifiques. Ouais. Ça peut être des kiosques aussi qui sont installés sur du long terme ou des choses comme ça. Pour faciliter la vie des citoyens et des citoyennes, là, pour que ce soit comme un réflexe maintenant d'aller chercher ces carottes ou ces navets au kiosque plutôt que d'aller les chercher à l'épicerie. Puis quand tu t'assois tout le monde ensemble autour d'une table, est-ce que des fois il se passe, on devrait dire de la magie ou quelqu'un fait « Ah, toi tu fais ça, hey, c'est complémentaire à ce que je fais, donc on pourrait peut-être travailler ensemble » ou de dire « OK, tu te lances dans la production de je sais pas, là, on va dire de navets. J'y ai pensé, mais comme tu y vas, j'hésitais entre le navet et l'épinard. Je vais aller à l'épinard, tu sais, pour qu'on soit complémentaires. Ouais. Ou les gens se sentent encore en concurrence. » Non, c'est beaucoup, c'est quand même pas mal de convergence, là, si on veut, là, de complémentarité. En général, les gens veulent la même chose. Ouais, c'est ça exactement. Particulièrement ici, dans le haut du lac, là, les gens, d'une part, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives. Je pense à Espace CT, je pense qu'il y a la table agroalimentaire aussi, Transport 02. Il y a différentes initiatives comme ça. Là. On a lancé un frigo partage à Normandin aussi là, cet été. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est important d'avoir tout le monde à une même table pour qu'on puisse se parler justement pour éviter de dédoubler les activités ou encore d'en oublier certaines. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, ça peut tomber un peu comme dans les craques du plancher, là, puis on fait comme « Ah oui, c'est vrai, on a peut-être dû faire ça. » Comme quand on s'est aperçu que ça prenait une usine de congélation de bleuets, puis là, on en a fait une. Aujourd'hui, on en a deux, je pense. Ouais. Mais parce que c'est un besoin. Ben, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Si on regarde, c'est toujours de garder cette vue d'ensemble pour être sûr que toutes les actions vont vers le même objectif commun, finalement. Là. Tu sais, ces entreprises-là, parce qu'en général, c'est des entreprises, ça reste du privé, des gens qui ont un objectif aussi de faire des sous, ce qui est normal. Ouais. Puis là, on mélange ça avec du public, parce que ça, c'est les municipalités qui veulent faire un plan d'action. Est-ce que c'est dur d'aménager l'espace pour les deux, tu sais, les désirs des deux? Sans, tu sais, par exemple, on pense aux plates-bandes comestibles, là, edible comestible. Ouais, là, bon, ça, incroyable comestible, ouais. Ouais, incroyable comestible, excuse-moi, là, j'ai juste un nom en anglais. Mais là, qu'on voit maintenant ici, là, moi, j'ai une épicerie où je vends des paniers bio. Je fais, ouais, mais là, tu rentres en concurrence avec moi. Est-ce que ça arrive, ça, où on comprend le besoin collectif? Ben, les entreprises, c'est sûr qu'elles ont un intérêt financier. Là. Elles ont oui, c'est ça. C'est normal. On ne remet pas ça en question. Non, c'est ça. On ne remet pas ça en question, puis c'est tout à fait normal. On veut aussi que des entreprises soient prospères. Ah oui. Ça fait partie d'un des ingrédients de la communauté nourricière, justement. Là, OK. C'est d'avoir des entreprises qui sont sources d'innovation, qui sont créatives, qui sont aussi durables. Donc, peut-être de changer un petit peu les manières de faire. Ça te permet quand même d'être productif, puis d'être rentable, mais en même temps, tu donnes un coup de pouce à la collectivité. Il y a toujours moyen de faire un petit peu de compromis comme ça. Là. Puis est-ce que les municipalités sont ouvertes ou sont à l'écoute, je veux dire, dans le sens où si j'ai un gros producteur de... Justement, ici, on a beaucoup de producteurs de bleuets. Ouais. Bon, ben, je pense que dans les plates-bandes comestibles, on ne doit pas planter des plants de bleuets. Ça ne sert pas à grand-chose. Ben non, mais dans le sens où il y a déjà une grande accessibilité de bleuets. Ouais, c'est ça. Fait que là, on peut aller chercher d'autres choses, tu sais, qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Oui, mais il n'y a rien qui empêcherait de mettre des bleuets quand même, parce que veux pas, ben, les bleuets que tu as autour, ils sont pas nécessairement accessibles si j'ai pas d'auto, par exemple. Ouais, je comprends. C'est plus difficile d'aller les chercher, d'aller en cueillir ou d'aller... si j'ai pas nécessairement les sous pour des bleuets, ben ça peut être intéressant d'avoir des plates-bandes où ce que là j'ai des bleuets puis que je peux me faire ma tarte aux bleuets. Là, ouais. C'est quoi les mesures? Là, toi, tu fais ça ici en ce moment. Tu en as fait ailleurs avant, j'imagine? Ben en fait, oui, j'étais à Québec avant. OK. J'ai accompagné un projet de recherche là, de 2 ans pour dresser le portrait alimentaire, le portrait puis le diagnostic du système alimentaire de la ville de Québec. OK. Je me suis impliqué aussi beaucoup au niveau de l'agriculture urbaine là, depuis une dizaine d'années à peu près. Là.
Puis là, ça doit faire un gros changement d'arriver dans un endroit où là, l'agriculture n'est pas urbaine, mais elle est partout. Ouais. L'agroalimentaire développe beaucoup les petits fruits, la forêt, les épices boréales. Ouais. Tu sais. Oh, oui, ben en fait, c'est très rafraîchissant. Oui, oui. Oui, parce que les gens sont extrêmement motivés. On sent qu'ils veulent, puis ça, c'est quand même très bien. Ben oui. Ça facilite grandement mon travail, là, finalement. Ben oui. Là, tout le monde se connaît en plus. C'est ça, exactement. Il y a déjà un tu sais. réseau qui est fait, une forme de solidarité, une forme de... une fierté du territoire aussi qu'on ne trouve pas nécessairement dans les grandes villes, là. Est-ce que c'est plus compliqué ou plus facile, tu sais, la grande ville par rapport au grand territoire qu'elle peut peupler? Ben, sans dire plus facile ou plus facile, mais c'est quoi les différences? Ben, les enjeux sont un peu différents, là. C'est sûr que c'est pas plus facile ou plus difficile dans une grande ville, là. Dans une grande ville, tu as nécessairement plus de moyens, mais des fois, tu as plus de résistance aussi. Ouais. Donc, ici, on a un petit peu moins de moyens, mais c'est pas grave parce qu'on a des gens qui sont motivés et qui veulent embarquer dans le projet. Oui, puis ici, l'entreprise est plus personnelle. Parce que souvent, le propriétaire ou tu le connais. Dans une grande c'est ville, ça, exactement. Souvent, tu ne verras plus jamais. Non, c'est ça, exactement. Là. Ouais, c'est Ouais. ça, exact. Quand on a fait la consultation publique à Normandin, on m'a présenté à aux transformateurs alimentaires qui sont venus. Okay. Déjà, ils sont venus. Oui. Dans des grandes villes, quand tu fais des consultations publiques, t'as peut-être pas autant de monde que quand on l'a fait à Normandin, là. OK. Ouais. Les gens sentent que c'est important. Oui, les gens sentent que c'est important, puis c'est une demande de la population. Donc, les gens se sentent concernés. Puis le but un peu de mon travail, c'est de m'assurer que, même moi, mon contrat, il dure 3 ans. OK. Moi, mon objectif, c'est que dans 3 ans, vous n'ayez plus besoin de moi. Ben oui. Que les gens se soient appropriés ça, puis que ce soit devenu un réflexe, une habitude, puis que les activités, les actions qu'on a posées, ben, continuent dans le temps. Donc, c'est un peu ça, là. C'est un peu ce vers quoi je travaille, là. Puis, pour le politique, là, pour les municipalités, etc., qu'est-ce que tu leur... Ben, ça peut être même là, aux entreprises, là, mais c'est quoi les mesures que toi, tu dis, là, pour avoir là, une communauté nourricière, peut-être pas parfaite, mais excellente, c'est quoi les mesures qu'on devrait mettre en place partout au Québec? Là, je sais pas. Là, c'est une grande question. Oui, c'est correct. C'est une grande question. Écoute... Qu'est-ce qu'il faut faire absolument, je crois, c'est que, au niveau des décideurs, que ce soit pris en compte tout le temps. Que les décideurs, que ce soit les cadres, les fonctionnaires, les élus, qui développent l'habitude de tout le temps se demander est-ce que ça, par rapport à la communauté nourricière, par rapport au système alimentaire, est-ce que ça va avoir un impact? Hein, même quand c'est des questions qui n'ont pas l'air d'avoir de lien avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Parce que tu vois, par exemple, Dolbeau refait son chemin d'aménagement. Bon, ben là, on va repenser un petit peu comment est-ce que le territoire se développe. Est-ce qu'on inclut, par exemple, des plates-bandes de végétaux comestibles? Est-ce qu'on se réserve des endroits pour faire des jardins collectifs, des vergers, des forêts nourricières, des choses comme ça? Donc, au niveau de la planification territoriale, ça va avoir des impacts. Quand on pense aussi, par exemple, à des réglementations sur le fait de ne pas avoir de restaurants de malbouffe à proximité des écoles. Okay. Tout ça, même si à premier abord, ça n'a pas nécessairement rapport, on finit toujours par passer par l'alimentation, là, oui, de près ou de loin. C'est le besoin de base numéro 1. C'est ça, exactement. C'est ça. Comme je disais, là, tout le monde a besoin de manger. Hein, donc, oui. Non, puis là, ça devient à quelque part problématique quand on voit l'inflation, on fait notre épicerie. Puis on capote, puis à côté, même à ce temps, même dans les fast-food, c'est rendu... oui, c'est ça, exactement. La hausse des prix, c'est partout, là, dans les restaurants, dans les épiceries. Donc, d'avoir accès à des aliments de proximité, puis qui sont sains aussi, là, parce que c'est pas tout d'aller au dépanneur puis acheter des chips. Hein. C'est des aliments, mais... Oui, c'est ça. Il faut être même capable d'avoir accès à des carottes, des navets, des légumes, de la viande, du lait, peu importe. Là. Il faut que ce soit de qualité, puis le plus possible local. Oui, ça devient une problématique parce qu'on est dans un espace qui est plutôt mondialisé où, je vais manger des sushis, OK, mais ton poisson vient... Non, mais tu sais, il y a cette réalité-là. Là. Ben, c'est sûr. Puis en plus, avec le climat, on ne peut pas avoir de récolte à l'année. Ouais. Donc, ça, c'est un autre défi, si on veut, là, au niveau de l'agriculture au Québec. C'est-tu plus facile l'été que l'hiver, clairement?
il y a plus de produits frais l'été qui viennent d'ici. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a quand même beaucoup de légumes de conservation aussi. Là. On serait capable là, d'être autosuffisant, là, de se nourrir correctement. Peut-être pas complètement là, dans les prochaines années, mais au moins 50-75 %. Oui, ça c'est sûr. Là, ouais. On peut congeler. Il y a différentes méthodes de conservation aussi. Là. Oui. Donc, parce que nous, on connaît le congélateur, tu l'as nommé. Il va faire les dépôts. Oui, c'est ça. Le canage. Le canage, je l'ai fait encore cette semaine. Sinon, c'est quoi la lactofermentation? La lactofermentation, c'est une forme de conservation des aliments. Qui est moins connue, peut-être? Oui, un petit peu moins connue, mais ça a l'avantage aussi de transformer le produit, ça lui donne un autre goût aussi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Il y a le séchage aussi, on peut laisser sécher le fumage, exactement. La salaison aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de conserver des aliments? Je pense qu'avec ça, on a déjà quand même une bonne palette d'outils. Là. Oui, clairement. Puis, l'autre côté, parce que là, on a parlé de la municipalité, on a parlé des entreprises, mais l'autre côté, c'est le consommateur. Oui. Parce qu'il y a un exercice d'éducation là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Oui, il y a définitivement un besoin d'éducation, un besoin de sensibilisation aussi. Quand on est à l'épicerie, on ne remarque pas nécessairement tout le travail qui est en arrière. Avant d'arriver sur la tablette d'épicerie, l'aliment a fait déjà plusieurs kilomètres. Il est passé entre différentes mains. Il y a quelqu'un qui l'a fait pousser aussi, ce légume-là, ou qui a élevé ce bœuf-là qu'on achète. Là. Donc, il faut prendre conscience que tout ça en arrière, ça a un coût. C'est un coût économique, c'est sûr. Ça coûte quelque chose de produire. Oui, c'est un coût aussi sur l'environnement. Si on pense, on en parle assez, les productions bovines, entre autres. Là. Oui, c'est ça. La production extensive, peu importe que ce soit quoi qu'on produit. Là. Oui, même sans le but, c'est pas de jeter la pierre. Hein. Il y a des moyens de production qui sont durables. Mais simplement aussi au niveau du transport. Là. Si la patate de Péribonka s'en va à Montréal, puis elle revient ici, elle a déjà fait quand même plusieurs centaines de kilomètres pour absolument rien, finalement. Comment on peut court-circuiter ça? Parce qu'il y a une question aussi de grossistes là, qui, eux, vont récupérer. Puis là, je comprends là, que à travers mes patates de Péribonka, il va y avoir aussi là, les navets de Sherbrooke. Là, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais puis eux, je comprends pourquoi ils fonctionnent comme ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de court-circuiter ça pour permettre de faire les choses autrement? Il y a beaucoup de mise en marché de proximité. Là. L'idée, c'est de rapprocher en fait le producteur avec le consommateur. Donc, d'une part, qu'ils se parlent, qu'ils comprennent un peu la réalité de chacun. Puis ensuite de ça, que il y ait le moins possible d'intermédiaires. Donc. Mais même là, c'est le consommateur. Là. Le consommateur, lui, il va à l'épicerie, puis il dit moi, là, je veux avoir la patate de Péribonka, puis je veux pas monter à Péribonka à chercher. Je trouve ça trop loin. Peux-tu me garantir, y a-t-il une manière, mais lui, il est pris, mettons, l'épicier à dire ouais, mais moi, je l'ai la patate de Péribonka, mais à la rive de Montréal. C'est ça. Y a-t-il une manière pour eux de court-circuiter ça ou c'est comme trop gros? C'est dur de court-circuiter des gros joueurs comme ça. Les grossistes en alimentation, c'est quand même un marché de plusieurs millions de dollars. Oui, c'est ça. C'est un peu dur d'une part de passer à côté. Inévitablement, ils sont impliqués dans le système alimentaire. Puis d'une autre part, eux vont avoir des enjeux, mais beaucoup moins locaux. Là. Ils vont être à une plus grande échelle territoriale. Ils sont loin de la population. Donc c'est ça. Il y a le moyen vraiment de court-circuiter, ou en tout cas, sans les mettre hors jeu complètement, hein, c'est vraiment de rapprocher le producteur avec le consommateur. Fait qu'il n'y a pas envie d'aller à Péribonka pour aller acheter ses patates. Il n'y a pas de problème. Le producteur peut venir ici, dans le stationnement du IGA ou du métro. On commence à voir ça de plus en plus, des producteurs maraîchers là, sur le parking directement, qui s'installent. Une journée par semaine, 2 jours par semaine. Ça peut être aussi des marchés publics, ça peut être des paniers qui sont livrés directement au domicile ou à un endroit de collecte. Ouais, un endroit de collecte, par exemple le dépanneur du coin. Des producteurs qui vont livrer directement un panier avec différents légumes, différents produits dedans. Puis à chaque semaine, ils déposent ça là. Toi, tu as juste à récupérer ça. Donc, ça, c'est vraiment les moyens les plus efficaces là, pour remettre en contact là,
les consommateurs, les producteurs, puis essayer le moins possible d'avoir d'intermédiaires qui sont gros, qui s'en mettent dans les poches en même temps. Ce qu'on oublie souvent, mais tu sais, acheter, c'est voter. Fait que le choix qu'on fait en prenant tel produit au lieu d'un autre, c'est ça aussi qui peut créer des tendances, faire changer la manière dont on va consommer. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr je pense qu'il y a une conscientisation qui doit être faite là, par rapport au choix qu'on fait, au choix alimentaire. Là. Ben oui, non, mais là, moi, je suis allé, on avait des tomates là, de la maraîchère de mon village, tu sais, puis là, on mange ça, puis ma fille me dit, mais comment ça se fait que les tomates à l'épicerie coûtent rien par rapport à ceux-là? Là, je voulais pas commencer à expliquer tout ça, mais c'est le transport, c'est comment que ça va être mûri, puis c'est la production. Écoute, quand ils partent, ils sont probablement vertes, là, les tomates. Oui, c'est ça, exactement. Là. Puis c'est les variétés aussi qui goûtent moins ou qui sont plus faciles à produire, plus standards. Puis nous, comme consommateurs, on devrait aussi se remettre en question sur nos choix, tu sais. Tu sais, je reviens sur mon maïs, là. Écoute, là, en août, septembre, là, mangeant 2 fois par semaine. Mais laisse-les tranquilles le reste de l'année, je sais pas. Ça, ou, Oui, tout à fait. C'est sûr que les consommateurs doivent être au rendez-vous, là. On doit prendre conscience que oui, effectivement, bon, ben là, les carottes ou les tomates à l'épicerie, elles coûtent peut-être moins cher, mais en même temps, elles ont un autre coût aussi là, en arrière, là, au niveau du travail. Hein, des fois, ça vient de pays qui ne respectent pas nécessairement les réglementations qu'on a ici, autant environnementales que humaines. Hein. Donc, il y a toujours ces impacts-là qui sont à prendre en considération, mais qui ne sont pas dans le prix nécessairement directement. Et c'est sûr que... Je pense qu'on ne connaît pas assez comment les choses sont faites. Oui, c'est ça, exactement. On ne comprend pas encore. Je pense que tout le monde le sait un peu maintenant que, bon, c'est pas nécessairement produit dans les meilleures conditions, mais que... Mais des fois, la personne est prise aussi avec un budget limité. Il faut qu'elle fasse des choix intelligents. Fait que des fois, c'est difficile. J'écoutais, là, je change de registre, là, mais je trouve que ça s'applique. Quelqu'un qui parlait du textile, il disait hey, je m'excuse, mais quand tu peux t'acheter un T-shirt à 5 $, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été abusé dans l'histoire. Oui, c'est ça exactement. C'est ça exactement. Tu fais partie de ça aussi quand tu cautionnes ça en achetant. Fait qu'il y a à réfléchir à ça. Oui, tout à fait. Il y a à prendre conscience de ça, il y a à être sensibilisé par rapport à ça. Là. Ça, c'est sûr que c'est des gros enjeux au niveau des consommateurs. Je t'arrête. On prend une petite pause. C'est bon. On revient. C'est le fun de réfléchir. Hein? On aime ça manger. On réfléchit là-dessus. On revient tout de suite. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! La série Agir pour l'avenir revient pour une 2e saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.
La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est de retour pour parler d'alimentation et de communauté nourricière avec Michaël Scatolin, conseiller en système alimentaire. Donc, on continue ça. On va commencer par les mises en action. Tu sais, toi, tu travailles avec les municipalités. Bon, qu'est-ce qui s'en vient? Comment ça va changer? Tu sais, pour le spectateur, le téléspectateur, il écoute ça et il est en train de se dire, OK, c'est intéressant, mais comment... Dans mon quotidien, ça va changer. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, vous? Qu'est-ce qu'on met en place? Alors, on met en place différentes choses, là. Des forêts nourricières, des Quand on parle de forêt, voilà, on va prendre le temps de les définir. Les forêts nourricières, on parle de quoi? On parle en fait d'une manière de cultiver un espace, donc avec différents étages, des arbres, des arbustes, des plantes herbacées, voire même des champignons ou des légumes racines. Donc, on cultive en strates, là, si on veut. Ça ne prend pas beaucoup d'espace au sol. Puis ça fournit quand même une grande abondance de nourriture, là, quand ça arrive à terme, évidemment. Oui, parce qu'il faut que ça pousse. Si on va avoir des arbres, c'est ça, exactement. Ouais, faut commencer. Là, on va retrouver, justement, on en parlait des noix, mais on va retrouver, des fruits, des herbes. Des herbes, oui, tout à fait, des aromates, champignons. Non, mais là, je réfléchis chez nous là, de comment ça se passe. Les champignons, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une belle alternative aussi. Puis ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ou on peut le faire personnellement aussi chez nous. On peut le faire personnellement. L'idée, c'est, parmi les actions qu'on propose, c'est de faire aussi des trousses d'outils pour outiller les gens, pour qu'ils soient capables de cultiver, mais aussi de conserver, de transformer les aliments qu'ils produisent. Puis, en fait, c'est de redonner aussi à la collectivité. Hein. Le but d'une communauté nourricière, c'est que tout le monde soit nourri le plus possible. Donc, il ne faut pas trop en perdre. Il faut, comme tu dis, être capable de conserver, de ramasser, de cueillir. Il ne faut pas faire une forêt nourricière pour que finalement tout aille aux oiseaux. Puis aux écureuils, exactement. On aime bien les oiseaux, mais c'est pas eux qu'on va nourrir en premier. Là. OK. On veut que ce soit les gens qui soient capables de faire comme ah oui, tiens, il y a du radis qui est prêt, ou des concombres en passant sur le chemin, en revenant de l'école ou en revenant du travail. Ah, je vais arrêter là, puis je vais prendre ça. Puis là, vous allez installer ça à Dolbeau-Mistassini à Normandin? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà ciblé des lieux? Ou... à Normandin, il y a un futur quartier vert là, où on va avoir au centre des maisons là, des espaces nourriciers. À Dolbeau, il y a déjà à la Pointe des Pères là, un verger collectif, là, un verger collectif, un jardin de solidarité aussi. Donc, il y aurait possibilité peut-être de développer ça là, ici aussi. Des plates-bandes sur le boulevard Wahlberg. On peut penser à différents endroits comme ça. Là. Ils ne sont pas encore tous ciblés en ce moment, mais il y en a quand même quelques-uns là, sur la liste. Si là, je suis en train d'écouter l'émission, puis je fais « Hey, moi, j'ai une idée là, dans mon quartier, à tel endroit. » Est-ce qu'on peut oui, tout à fait. appeler et donner des suggestions? Ah oui, tout à fait. Je suis bien parlable. Oui, je vois ça. C'est vraiment le fun. Oui, non, tout à fait. Hein. On peut me contacter sans problème, ou les gens peuvent contacter la municipalité qui va me référer. Normalement, si le mécanisme marche bien, je devrais être mis en contact avec. Oui, c'est bon. OK, forêt nourricière. Bon, ça, c'est une chose que vous allez faire. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Des marchés publics. Marché public, donc l'idée de rassembler les producteurs locaux c'est ça, dans exactement. un même endroit. Oui, dans un même endroit, dans un même lieu. Il y en a déjà eu en septembre là, à Dolbeau. Le 9 et le 16 septembre, il y avait un marché devant le marché Wahlberg. Est-ce que ça marche bien, ça? Oui, je pense que oui. C'est quand même
quand même agréable de pouvoir acheter ses légumes directement au producteur, oui. de pouvoir jaser un peu avec la personne qui a produit nos aliments. C'est quand même, je pense, quelque chose qui est un plus là, dans l'expérience d'utilisateur, là, si on veut. Mais tellement, là. Moi, je me rappelle une fois au marché public à Saint-Gédéon, pour ne pas le nommer, la dame avait de la tige d'ail, là. Puis là, je regarde ça, puis je fais, ouais, je fais quoi avec ça? Elle dit, attends. Puis elle m'a donné une brossette. Et à ça, à chaque fois que je vois de la tige d'ail, j'en achète, puis là, j'ai ma recette, fait que je sais quoi faire avec. Non, mais c'est parce que c'est bien beau d'avoir un légume, là, mais si tu ne sais pas quoi faire avec. Non, c'est ça, exact. Là. Fait que parler aux producteurs, ça, c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Là. Puis c'est ça, les producteurs, eux autres, ils savent qu'est-ce qu'on fait avec un chou kale ou avec, de la bêta-carde ou des choses comme ça. Là. Donc, ça, c'est sûr que ça enrichit l'expérience. Là. Oui, puis ça nous permet aussi, à quelque part, de connaître nos producteurs locaux. Parce que j'imagine que, je sais pas, moi, je suis natif de Sainte-Marguerite-Marie. C'est sûr que les patates, je connais où ça se passe, les canneberges, mais je sais peut-être pas ce qui se passe dans le secteur du géant, etc. Donc, ça nous permet de mettre ça en commun aussi. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est des marchés publics qui sont, je ne vais pas dire tournants, là, mais dans le sens, si c'est à Dolbeau, Mistassini, vous faites quand même venir les producteurs de partout dans MRC. Là. Oui, c'est ça, exactement. Les producteurs, c'est ça, le plus de producteurs possible pour le marché. Là. Plus il y a de producteurs, plus le marché marche en général. C'est intéressant, c'est ça. Ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on a des producteurs maraîchers, mais aussi des éleveurs, aussi des artisans fromagers, charcuterie, des choses comme ça. Donc là, ça devient de plus en plus intéressant. Là. Oui, absolument. On peut même envisager peut-être de faire des marchés mobiles. Là. Donc, une semaine, ça se passe là, une autre semaine, ça se passe à tel endroit, une autre semaine, ça se passe à un autre endroit. Comme ça, les producteurs n'ont pas nécessairement trop de routes à faire. C'est pas tout le temps les mêmes qui se déplacent. Ouais. Donc ça peut être intéressant aussi. Puis en même temps, ça permet aussi à certains consommateurs qui ne peuvent pas se rendre au marché parce qu'il est trop loin, ben là, on peut toucher plus de gens comme ça. Là. Ouais, puis là, je réfléchis tout haut, là. Ouais. Mais j'aime ça, l'idée du marché public mobile, là. Ça serait-tu intéressant d'avoir une espèce de food truck, mais de produits locaux qui se promènent, qui va chercher justement, puis qui le fait traverser les frontières des municipalités pour voir ce qui se passe, là? Oui, clairement, là. C'est quelque chose qui est une idée riche, là. Oui, je comprends que c'est compliqué à mettre en place, là. Je rêve, là, mais... Non, mais c'est riche en termes d'innovation puis de créativité, là. Donc, oui. Oui, parce que des fois, il y a ça, là. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Déplaçons-nous vers les gens. Ben, c'est l'idée du marché public, déjà, là, de mettre les choses en commun. Oui, donc c'est ça. Là, on peut se déplacer sur le territoire avec peut-être même une caravane là, qui se promène. Là, donc, oui, tout à fait. Là. Tout est permis. J'aime ça. Ensuite, qu'est-ce que vous faites comme alors, des ateliers de cuisine, des cuisines collectives notamment. Cuisine collective, c'est fantastique, là. Ouais. Ça coûte pas cher, on repart avec plein de nourriture, on rencontre des gens, le plaisir de cuisiner. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que vous faites ça où, les cuisines collectives? Ben, pour le moment, il n'y a pas d'endroit défini. OK. Non, c'est correct. On est en train de chercher encore, là, possiblement. Ce qu'on aimerait, c'est faire ça, mixer les générations, donc faire ça peut-être dans des écoles, inviter des personnes âgées aussi. Une idée d'une communauté nourricière, c'est qu'on prenne soin un peu de tout le monde. Là. Donc on inclut le plus possible les gens qui sont isolés ou qui sont marginalisés, une personne un peu plus vulnérable. Ça fait... les cuisines collectives, ce que je trouve le fun avec ça, c'est que d'une part, ça nourrit ton corps, mais ça nourrit aussi ton âme. Là. Ça nourrit un peu l'esprit. Parce que là, on a du lien social qui se fait, on discute, on a du plaisir avec des gens. Donc, non, puis moi, au cégep où je travaille, on a fait ça, les cuisines collectives pour les étudiants. Et à un moment donné, quand tu parles justement d'échanges culturels, avec l'arrivée de nombreux étudiants internationaux, bien là, on a eu accès à d'autres types de cuisine aussi. Fait que ça fait découvrir la culture par la nourriture, les gens. Je trouve que ça enlève aussi des préjugés ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Hein, j'aime ça, l'idée, les personnes plus âgées, parce qu'eux aussi ont encore des choses à nous apprendre, des recettes qu'on a oubliées qui existaient. Oui, tout à fait. Eux, ils ont peut-être le goût d'apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est ça, exactement. Ah, wow. L'échange culturel aussi, c'est quelque chose de bien, je trouve. C'est à peu près les mêmes aliments qu'on trouve sur la planète, mais il y a tellement de manières de les apprêter, de les cuisiner. Oui. Ça devient vraiment des belles discussions. Là, oui, puis là, on a de plus en plus des gens qui viennent de l'immigration. Donc, il y a vraiment un échange culturel qui peut être très, très, très intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Là.
Ouais. Wow. Excuse-moi, je réfléchis. Oui, mais c'est ça que j'aime de mon émission. On parle, puis on invente des affaires. Ben ouais, c'est parfait, ça. Ouais. Mais parlant d'inclusion, ça doit faire partie, ça doit être l'essence même, en fait, d'une communauté nourricière, non? Oui, tout à fait. Il faut que tout le monde ait à manger, puis suffisamment à manger, puis accès à des aliments de qualité, là. Mais c'est sûr que on veut pas que ce soit juste l'apanage de certaines personnes, de personnes qui sont plus nantis, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on veut que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, des gens qui peuvent pas se payer d'aliments frais. D'ailleurs, on se le cachera pas, hein, l'alimentation, c'est le premier poste budgétaire à être coupé quand on manque d'argent. Absolument. On peut pas couper le loyer, mais on peut couper dans les aliments, dans l'alimentation. Donc, on veut que ces personnes-là puissent avoir accès à des aliments de qualité, des aliments frais, des aliments sains. Puis, tu sais, autre chose aussi, c'est qu'au niveau de l'insécurité alimentaire, donc le fait de ne pas être capable de se nourrir ou de ne pas être capable d'envisager ne serait-ce que son souper, c'est pas juste une question d'argent. Hein. Ça touche toutes les classes de la société, toutes les couches de la société. Même les plus riches, des fois, vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, on veut que ce soit évidemment accessible, mais que ce soit accessible économiquement, mais aussi géographiquement. Que les gens n'aient pas à faire 15 minutes d'auto pour aller chercher un ingrédient, puis qu'après ça, ils fassent un autre 15 minutes pour aller chercher un autre ingrédient, que ce soit tout à la même place. Là. On peut imaginer que je vais me chercher un sac de chips au dépanneur, mais tiens, j'en profite pour me prendre une botte de carottes aussi. Oui, c'est Pourquoi ça. est-ce qu'on Et pour ça, il faut qu'il y ait des carottes au dépanneur. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, tu sais. Donc, on vient de notre caravane, c'est pas mal, là. ouais, tout à fait, là. Ouais. Mais des fois, les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire, je veux pas parler pour eux, mais tu sais, des fois, je sais pas si c'est la honte, la peur, la gêne aussi, des fois de s'afficher, un peu comme quand on va chercher de l'aide dans les cuisines. On donne l'aide alimentaire, les banques alimentaires, etc. Là. Ouais. Ben, quand on est rendu là, c'est qu'on n'a pas le choix. Puis oui, effectivement, il y a de la stigmatisation. Là. Il y a la peur d'être jugé, de se faire étiqueter comme pauvre ou comme pas prévoyant ou incapable de gérer. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a tout un processus. Là. Quand on arrive à la banque alimentaire, on a déjà pilé sur notre orgueil, on a déjà pilé sur notre fierté. Ouais. Donc, mais c'est là où le fait que des fois, si on était capable de mettre justement des meilleurs produits dans nos dépanneurs, d'avoir accès à plus de produits locaux, etc., sans que ça paraisse trop, que tout le monde y a accès, ça change la donne pour ces gens-là, puis ça leur rajoute pas de la culpabilité ou de la honte. Là. Exactement, ouais. Faut travailler là-dessus, il faut travailler sur, augmenter la fierté, là, si on veut, ou que ce soit plus une honte d'aller dans une banque alimentaire, que tout le monde puisse y aller sans distinction, là, finalement. Oui, puis qu'on sente que, justement, là, que même les plates-bandes où on peut prendre des trucs, c'est pas juste pour les gens qui en ont besoin, c'est pour tout le monde. C'est ça, exactement. Quand tu vas t'en chercher, tu te sens pas... Le fait que ce soit pour tout le monde, ça fait en sorte que, je peux être un riche avocat, gagner des millions de dollars, puis quand même me prendre un concombre. Il n'y a rien qui m'en empêche. À l'inverse, je peux être un père monoparental qui a perdu son travail. Je vais quand même pouvoir aller me chercher des tomates, pouvoir aller me chercher des bleuets sur le coin de la rue. Là. Ouais, excuse-moi, ça me fait... J'adore ça, moi j'aime manger. Je voyageais beaucoup, puis je trouve que par la nourriture, la rencontre est plus facile aussi. L'idée de cuisine collective, entre autres, je trouve ça fantastique. On en a parlé là, pour la rencontre, mais aussi pour le savoir-faire. Il y a toujours quelqu'un qui a un truc pour toi que tu n'as pas, puis tu fais comme c'est bien niaiseux, c'est bien meilleur comme ça. Ouais, c'est ça. Là. Ah, tiens, quand même. Couper de cette manière-là, l'oignon, c'est vraiment plus facile, plus rapide. Oui, tout à fait. Là. On échange des trucs, on échange des recettes, on échange tout un tas d'informations et de connaissances. Là. Y a-t-il d'autres choses que tu vas mettre en place dans les prochaines semaines? Des grands événements, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On s'entend. Oui. L'idée, c'est de faire des fêtes des semences, des fêtes des récoltes, des choses comme ça. Oui. D'offrir des conférences aux gens, des ateliers sur comment partir ses semis, comment
L'éducation collective, Oui, c'est l'éducation ça, populaire. exactement. L'éducation populaire, oui, c'est ça. Donc, OK. pas mal d'initiatives de ce côté-là aussi, là, pas mal d'actions qui ont été faites de ce côté-là. Offrir des formations, peut-être de manière ponctuelle, mais aussi plus régulière à travers l'offre de services des municipalités. Puis là, éducation populaire, moi, j'aime bien ça. Lutter contre l'exclusion, j'aime bien ça. Mais comment on réussit à faire de l'éducation populaire à des gens qui sont un peu dans l'exclusion, puis soit ils sont pas au courant, ils sont gênés, je sais pas. Là, il y a un réel enjeu pour toi, là. Oui, c'est sûr que c'est... J'aime pas le terme là, de clientèle, là, Ouais. mais c'est un public qui est plus difficile à aller chercher là, que des gens qui sont convaincus, des jeunes familles dynamiques qui mangent déjà bio, ben, c'est facile d'aller chercher ces gens-là, mais d'aller chercher des gens qui vivent de la marginalisation, de l'exclusion, c'est sûr que c'est un peu plus difficile d'aller les rejoindre. C'est pour ça qu'on travaille avec différents partenaires. Puis là, mettons là, qu'ils nous écoutent, ces gens-là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les convaincre de participer, d'y aller, Et c'est pas facile, ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Venez nous voir, je sais pas. Ouais. Essayez, tu sais. Essayez, venez nous voir, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Essayez-le une fois, juste ça- pour voir, puis vous allez voir la différence, tu sais. Ouais, c'est ça, là, exact. Là. On n'est pas méchants, puis ça va... Ben, parce que moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui allait dans une cuisine collective ou un marché public qui est ressorti là fâché. Puis, Ouais, c'est ça, exactement. Je pense ça qu'il y a se quelque passe chose de- rarement mal. Là. Ouais, c'est ça que j'ai l'impression, hein. Ouais, tout à fait. Là. OK. Fait que la fête Ok. des semences, ça serait plus au printemps. Ouais, plus au printemps. Au Fête des début, récoltes à début. l'automne. C'est ça, Pour exactement. remettre en valeur aussi l'agriculture, les agriculteurs, qui est un métier très, très important qu'on valorise pas beaucoup collectivement, non? Non, oui, tout à fait, là, c'est clair. C'est drôle, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui avait une expression, je trouve, qui résume bien la situation. On disait que, bon, peut-être des avocats, des médecins, des ingénieurs, on en a besoin quelques fois dans notre vie. Mais un agriculteur, on en a besoin 3 fois par jour. Oui, mais non. C'est important, là. Sans eux, on ne peut pas se nourrir vraiment. Ce qui complique grandement les choses pour vivre. Ben oui, puis déjà qu'on est dépendant des agriculteurs de partout à travers le monde, des fois, je trouve qu'on prend pas tellement bien soin de nos agriculteurs. Là, Non, c'est ça, effectivement, là, je pense que... Moi, j'habite dans un rang, là, un exemple bien niaiseux, là, puis à un moment donné, tu pognes le chemin, un tracteur. Là, j'en vois qui essaie de dépasser dangereusement, qui klaxonne. Je fais, hey, le rang, au bout du compte, il y a 6 km. Là. Prends ton Ça va temps. arriver 3 minutes. Ouais, c'est ça, là, prévu. exactement. Je trouve que des fois, on manque de respect. Ces gens-là font un travail important, puis c'est compliqué, là, avec ton tracteur. Lui non plus, il n'a pas de plaisir à sentir qu'il y a une file de monde en arrière. Ouais, tu sais. c'est ça, là. On peut-tu pas y rappeler, puis au contraire, tu sais, le valoriser ce qu'il fait? Ouais, puis c'est toute une job, hein. C'est exigeant physiquement, c'est exigeant sur tous les points de vue, là. Moi, j'ai une famille d'agriculteurs en face de chez moi, puis écoute, l'été, c'est le matin, quand je me lève, ils sont levés, puis le soir, le soleil est couché, puis j'entends encore la machinerie qui roule. Là. Ouais, non, c'est ça, là. T'sais. Ouais, non, c'est des grosses journées, puis beaucoup de travail, là. Donc, c'est important de mettre en valeur leur rôle, puis... Culturellement, c'est de là qu'on vient. Je veux dire, là, il y a 100 ans ici, là, la grande majorité des gens, c'est des agriculteurs, là, ou des gens qui travaillent dans la forêt. Mais bref, la nature nous a appris. Je trouve qu'on devrait continuer de mettre en valeur. C'est ce que tu fais, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que... est-ce que tu avais terminé? As-tu d'autres choses que tu vas arriver? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à mettre en place? Je fais un rapide de survol. Des initiatives solidaires comme les frigos partage, des choses comme ça. Les frigos partage. Frigo partage. Ça, Ouais, c'est un frigo collectif, en fait. Tu as fait trop de sources à spag chez toi, tu vas emporter une canne ou deux dans le frigo. Ouais. Ça marche aussi quand tu es un restaurateur, ça marche quand tu es un épicier, ça marche pour tout le monde. Nous, on le fait au cégep là, pour les étudiants, Ouais. puis écoute, c'est fantastique. Là. Ben ouais, c'est ça, là. Ouais, ça sauve Encore une des fois, vies. c'est pour tous, oui. Pour vrai. Ah ouais, tout à fait, là, c'est ça, là. Et encore une fois, vu que c'est pour tous, ben, si t'as pas de souper de planifié à soir, tu peux peut-être quand même checker dans le frigo, voir s'il y a quelque chose. Non, puis il y a des gens qui sont mieux nantis. Des fois, on fait tout ça, là. Là, on a des restes, puis par hasard, dans 3-4 jours, il va être pourri dans le fond, puis on va le jeter. Pourquoi pas le donner à quelqu'un qui en a besoin? Moi, pouvoir leur donner à la collectivité, là. Ouais. D'une part, ça fait moins de déchets.
Parce oui. qu'il y a cet aspect-là aussi, là, la valorisation des matières résiduelles. C'est un aspect important dans la communauté nourricière. Ben hein. oui, ben oui. Que ce soit un cycle plutôt qu'une chaîne, là, qu'on finisse pas par produire des déchets, mais que ça soit réinjecté dans la chaîne, si on veut, là, dans un des maillons. Là. Comment tes déchets peuvent devenir la ressource de l'autre, des fois Oui, aussi, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, on pense là, évidemment du compost, mais il peut y avoir différentes possibilités de ce côté-là. Là. Mais je voyais une compagnie, les jus Loup à Montréal, là, ils prennent les restes de pulpe de fruits, Ouais. de pleurs, puis ils font des trucs pour les animaux. Ouais, Je vois que c'était une super idée, tu sais. Je veux dire, ça, c'est un déchet, puis là, à gauche, ça devient ouais, c'est ça, la bonne exactement. nourriture pour nos animaux plutôt que de la Ouais. cochonnerie pour nos animaux. Ouais, tu sais. ouais. La drèche, là, le résidu des microbrasseries, là, Ouais. ça sert de substrat pour les champignons. Ah oui, ok, je Donc, savais pas. ça peut servir pour ça. Donc, oui, il y a plein de manières comme ça qu'on peut réutiliser les choses, finalement, que ce soit plus des pertes, mais que ce soit un atout pour quelqu'un d'autre. Là. Ouais. On est allé un peu là, sur le côté environnemental. Ça m'intéresse parce que ce qu'on voit avec les changements climatiques, là, on est dedans puis ça va continuer, c'est que notre territoire va changer. Tu sais, il y a des choses qui seront peut-être plus possibles, qui sont possibles maintenant et vice-versa. Là, je lisais un article juste sur les sériculteurs. Là, on parlait de la Beauce et du sirop d'érable, mais là, ce qu'on est en train de réaliser ici, les érables, ça n'a jamais marché. Puis là, nous dit c'est que dans 2050, ça va être ici la place pour ouvrir une érablière. Tu sais. Ouais. Y a-tu d'autres choses comme ça que tu vois venir ou que, tu sais, des fois, pour que nos producteurs soient innovants, qu'ils voient venir aussi les affaires, est-ce que ça, c'est dans les enjeux dans lesquels vous discutez? Oui, mais dans une moins grande mesure, si on veut. Là. Les changements climatiques, c'est sur une échelle de temps quand même assez longue. Mais oui, c'est sûr que ça fait partie des... Bon, c'est un peu drôle à dire, mais les changements climatiques, ça présente certaines opportunités. Là. La saison va être plus longue. Ben oui, pour les agriculteurs d'ici, clairement. Oui, c'est sûr que là, on peut regarder ce qui se produit en Beauce. Ben, on va être capable de le produire ici dans quelques années. Je pense que les producteurs devraient commencer aussi à regarder plus du côté de l'agroforesterie. Avoir des Quand tu parles d'agroforesterie, en fait un système où tu cultives des arbres avec d'autres végétaux. Un peu comme une forêt nourricière, mais sur une échelle plus grande. Plus grande. Oui, c'est ça. L'idée de la permaculture? Oui, c'est un petit peu de la permaculture, mais le terme est un peu galvaudé, la permaculture, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des productions de bois, mais aussi de noix, de fruits, etc., puis de garder ses productions de céréales ou de pois chiches ou peu importe. L'idée, la forêt publique à Normandin, c'en est un bon exemple. Là. Ouais. On a un territoire où les bleuets sont accessibles à la population, on peut aller en cueillir. Puis en même temps, toutes je pense les 17 ans ou les 33 ans, on coupe une partie du rang. OK. Et ça permet d'avoir un territoire qui est super productif. Puis qui en même temps, qui se régénère tout le temps, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est replanté. On coupe l'autre, mais pendant ce temps-là, les autres poussent aussi. Donc, il y a comme une espèce de renouvellement perpétuel là-dedans. Là. Puis là, tu me parles de ça, puis là, ça me fait penser qu'on a beaucoup de produits qui viennent de la forêt boréale, qu'on a en abondance, mais qu'on ne connaît pas, puis qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ça, il y a aussi un exercice d'éducation, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. On peut penser à des ateliers ou des ateliers de cueillette de champignons, par exemple. C'est sûr qu'il y a plein de produits forestiers non ligneux, des PFNL dans la forêt, qui sont des ressources qui, d'une part, ne sont pas valorisées, parce que l'industrie cherche surtout à avoir du bois, de la matière ligneuse. Oui, c'est ça. Puis qui sont aussi peu connus du public. Oui, on ne sait pas quoi faire avec. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, les bleuets, ça va. Je pense que tout le monde sait un peu comment ça marche, les bleuets, mais... l'autre fois, j'étais à l'épicerie, puis là, il y a une affaire qui est là. Là, mes enfants font « C'est quoi ça? » Là, je fais « Ça, du manioc. » C'est quoi? Je le sais pas. On le prend, on va chercher, on va faire quelque chose avec. On s'est aperçu, on a compris tout ce que c'était en l'achetant, mais on aurait pu... Si j'avais pas eu mes enfants, je serais passé en avant puis j'aurais ignoré ça. Pas que le manioc pousse ici, mais dans cette idée-là, c'est d'essayer aussi, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Faut essayer, il faut faire des expériences. Des fois, on plante, puis des fois, ça fait partie de la game. Ça fait des belles découvertes. Oui, mais ça nous permet de savoir, tu sais.
Ça, j'y ai goûté, j'aime ça. Mhm. Ça, j'ai goûté, j'aime pas ça. Plutôt que de faire j'aime pas ça sans y avoir goûté, comme un enfant. Wow. Ouais, tout à fait. Ah, yeah. Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça l'idée de transformer aussi le territoire là, pour mettre les agriculteurs et les producteurs forestiers Oui, c'est ça. Puis, qui ont un objectif commun. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça a beaucoup d'avantages. Là. Je ferais pas un cours d'agroforesterie. J'ai fait une maîtrise en agroforesterie. OK. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais on va rester du côté communauté nourricière. Mais, tu sais, ça a beaucoup d'avantages pour les cultures. Puis, c'est quelque chose qui, tu sais, quand on parlait de changement climatique sur du long terme, ben là, faire pousser des arbres, ça prend du temps. Ouais. Tu es aussi bien de commencer tout de suite à planter ton érable. Parce que dans 25 ans, là, tu vas pouvoir faire de la production. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Là. Il faut ça prend quand même, c'est ça, ça va, on y va au rythme des saisons, au rythme de la nature, là, mais c'est ça, c'est des choses qui doivent être implantées tout de suite pour être efficaces. C'est difficile, 15-20 parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est tout maintenant, tout de suite. T'sais. Ouais. Des fois, moi, je vois des gens, écoute, ils sont pas capables d'attendre 2 jours ou même pas une semaine pour avoir de quoi. Là, ils vont essayer de le trouver ailleurs. Je trouve des fois qu'on n'est pas patient là-dessus. Ouais. C'est la société dans laquelle on vit. Je pense qu'il faut peut-être réapprendre aussi notre contact avec la nature. Le contact avec la nature, ouais, ça c'est... Aller voir les producteurs. Est-ce qu'on peut encore aller voir les producteurs? Est-ce que leurs portes sont ouvertes pour qu'on puisse en profiter? Pas tout le temps, mais je pense que c'est très facile d'appeler un producteur et de dire « Hey, si je passais demain avec les enfants, est-ce que on pourrait venir visiter ta ferme? » Je pense que ça se fait relativement bien. Là. Mais ça nous connecte avec la nourriture. Ça nous connecte avec les gens, ça nous connecte avec la terre, ça nous connecte avec les produits qu'on mange, effectivement. Donc, oui, ça c'est sûr. Là. Les balades en forêt aussi, ça aide beaucoup. Là. Ça a plein d'avantages, de bénéfices sur la santé. Simplement d'être en contact avec la nature. Essayer de la comprendre. Ouais, j'aime ça. Merci, Michael Scatolin. Ça a été très instructif, tout ça. J'espère que tu vas te plaire. Tu es chez nous pour 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'espère que c'est toi qui as décidé de venir ici? Oui, tout à fait. Ah, génial. T'aimes ça? Ah oui, j'adore ça. T'adores ça? Bon. Tant mieux. Bienvenue. J'espère qu'on va te garder. Oui. J'espère bien. Merci, Michael Scatolin, conseiller en système alimentaire qui s'occupe de créer une communauté nourricière de Lomisacini-Normandin, probablement toute la MRC. Vous allez voir, on va s'étendre, on est bon, nous travailler ensemble. Merci aussi à vous d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!